Vous voulez en savoir plus sur la formidable success story d'Euromat? Eh bien, nous avons demandé à Jean-Marc Ardouin de nous la raconter. Alors, clap, moteur. Jean-Marc Ardouin, comment ça a commencé l'aventure Euromat? L'aventure Euromat, c'était dans une période un petit peu troublée, puisque c'était dans une montée du marché de la GMS et des grands comptes. Donc il était indispensable de créer un catalogue complémentaire à Bongar, aussi bien en produits que aussi bien en termes de prix, puisque c'était pour référencer sur des marchés qui étaient difficiles en termes de marge. Et faisant des offres sur toute la France, il nous fallait une unité de catalogue aussi pour que tous les concessionnaires soient crédibles face à cette offre. Donc c'est là qu'est venue l'idée. Comme on avait monté la CB, il a été très facile. On était déjà regroupés en association, il a été très facile de monter ce groupement. Après, ça a été de sélectionner les fournisseurs, aussi bien les importateurs qu'aussi bien les Français, qu'aussi bien les produits référencés, puisqu'on ne facturait pas, pour tirer des marges secondaires et des marges arrière. Qui a eu l'idée de ce groupement? J'étais en partie à la source, mais quelques-uns étaient à cette époque très orientés. Pierrot Ducorbier, Philippe Orgui, tous ceux que tu as connus à l'époque de gloire d'Euromat, on était 5 ou 6 qui ont été les pères fondateurs de cette opération. J'ai été le meneur de l'entreprise parce que, étant à Paris, je voyais plus facilement les fournisseurs. Et comme j'étais un gros client, les gars venaient plus vers moi et adhéraient à l'opération pour regrouper tous les concessionnaires. Le but était de regrouper, à l'époque on devait être une grosse vingtaine de concessionnaires, c'était de regrouper tous ces concessionnaires dans un consortium d'achat. Ça a été compliqué de regrouper les gens? Oui et non, ça a demandé quelques années, mais je veux dire, de monter l'opération assez facilement. Après, de faire adhérer tout le monde, ça a été l'histoire de 3-4 ans. Mais la logique était tellement facile à comprendre qu'il fallait avoir ce besoin à un moment d'eux pour adhérer, quoi, c'est tout. Mais une fois qu'ils ont eu ce besoin, ils sont venus dans le cadre. Après, on a poussé, sophistiqué dans les années 2000, puisque l'opération a commencé en 93, notre premier bilan officiel devait être 95, puisqu'on a commencé à mi-93. Je dirais que le vrai gros départ, c'est avec l'arrivée de Charles, qui a fait son rôle d'acheteur et qui a bien serré tout le catalogue. Et ça s'est passé d'une façon constante. Et après aussi, le réseau s'est développé, puisqu'on est passé d'une vingtaine de concessionnaires à 31 aujourd'hui. Donc toutes les zones de France ont été couvertes. Qu'est-ce qui serait devenu ce réseau s'il n'y avait pas eu Euromat? Je pense qu'on n'aurait pas pu être leader dans le marché de la grande distribution et des grands comptes, et peut-être avoir pas autant de parts de marché en artisanat si on n'avait pas fait ce mouvement. Aujourd'hui, il faut savoir que quand même c'est quasiment incontournable. Je vais dire, pour beaucoup de concessionnaires, c'est 50% de leur business, de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même très important. Donc on peut penser qu'ils auraient perdu un peu de chiffre d'affaires ou ne seraient pas développés aussi facilement dans leurs entreprises. Euromat, comment ça s'est passé au départ avec l'usine? Oui, on était tous concessionnaires Bongar. D'ailleurs, pour être Euromat, il faut savoir qu'il faut avoir un contrat à jour de distribution Bongar. Et il faut être membre de la CB. Donc ça se raccordait derrière. Comment ça a été perçu de l'usine ? Alors à l'époque, dans les années 93, ça a été moyennement perçu. Ils ne savaient pas trop ce que l'on faisait avec ce catalogue. Ils ont vite compris quand même que les chefs de marché qui y étaient à l'époque se sont rendus compte que c'était quand même un effet positif en termes de propositions, puisqu'elles étaient homogènes sur toute la France, donc aussi bien en termes de produits qu'en termes de prix. Donc il y avait un intérêt pour une marque comme Bongar qui s'intéressait à ce marché d'être dedans, c'est tout.
La boulangerie, depuis la création d'Euromat 93, hein, elle a bien changé. Et, comment Euromat s'adapte? Alors, moi, enfin, je suis depuis beaucoup plus longtemps que ça dans le métier, puisque j'y suis depuis 76. Je trouve pas qu'elle ait changé, elle se modifie. C'est un peu comme la mode. Il y a des époques où tu as des envolées lyriques avec les robes se rallongent, où les marchés basculent parce qu'un pan de marché, comme la grande distribution l'a venu à un moment, mais il y a un autre marché qui a bousculé aussi la vision de la boulangerie classique, qui a été la briocherie. On a entendu parler beaucoup avec des boutiques qui faisaient exclusivement ça. Je dis, moi non, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. C'est ces acteurs qui font que on est plus ou moins. Aujourd'hui, ce sont les chaînes de boulangerie qui se développent sur toute la France, comme des artisans d'ailleurs, puisque c'est des emplacements comme les artisans, mais ils sont gérés comme des grands groupes. Il faut suivre le mouvement, mais moi je trouve pas que ça change. Ce qui fait que les choses changent, c'est aussi les emplacements. Aujourd'hui, on ne va pas chercher le pain au même endroit, pour certains, hein, pas au même endroit qu'on allait le chercher. Ou on a des modes d'achat qui sont la semaine, on va chez le petit boulanger du coin, et le week-end, quand on va faire ses grandes courses, on se retrouve à Carrefour dans le Mail, ou dans un grand distributeur comme Grand Frais, etc. Et là, il y a une boulangerie, et on achète son pain pour le week-end à cet endroit-là. Mais sinon, autrement, c'est les points de distribution qui ont changé. C'est cette chose qui... Puis aujourd'hui, la démographie mobilière dans toute la France, alors nous, on est dans une grande zone où ça se construit à l'appel, il y a des pieds d'immeubles qui sont habillés de commerce, et donc là-dedans sont créées des nouvelles boulangeries aussi, au détriment d'autres qui ont fermé. Hein. Mais ça, c'est un phénomène naturel. Hein. Ça existait dans les années 70, c'est plus aujourd'hui, c'est très marqué aujourd'hui, ça a été marqué dans le début des années 2000, très marqué aujourd'hui en 2020 parce que la démographie explose. Bon, c'est tout. Hein. Moi, c'est des choses où, si tu veux, c'est nos clients qui ont un petit peu changé, mais ce sont les mêmes profils de clients. On va parler des chaînes. Est-ce que justement, pour parler à des chaînes, c'est important d'avoir un groupement en face comme Euromat? Oui, non, ça dépend de la chaîne. Non, c'est pas les chaînes qui font le changement, c'est les chaînes, oui, aiment bien travailler directement avec les constructeurs, donc on n'est pas forcément des interlocuteurs, mais on est aussi des concurrents des chaînes, puisqu'on monte des boulangeries pour des artisans à côté des chaînes. Donc il y a un équilibre naturel qui se crée, on n'est pas forcément les acteurs ou les mêmes fonctions dans le marché qu'on pourrait être, c'est tout. Les boulangeries d'aujourd'hui, elles sont comment? Qu'est-ce que c'est les tendances, les évolutions? Alors si on parle de l'artisanat, on aurait une tendance dans les années, au fur et à mesure des décennies, 70, 80, 90, 2000, on a une tendance à descendre en quintalisation. La boulangerie globalement, elle a changé son périmètre de chiffre d'affaires. Si avant, elle faisait 60-70% de pain et de viennoiserie, aujourd'hui, elle en fait beaucoup moins, mais la partie snacking, la partie restauration rapide a pris un essor depuis les années 2000 très importante. Vous l'avez même à Paris, on le voit dans les grandes cités. On va chez le boulanger à midi pour manger, qu'on n'y allait pas avant. Alors ça, c'est des choses qui sont arrivées. Là, c'est très nouveau. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Et en périphérie? Oui, absolument. Elles ont suivi le même mouvement, mais plus lentement. Et en taille XXL aussi? Ah oui. Ça, en termes de taille, aujourd'hui, on est passé de 100-120 mètres carrés à 250 mètres carrés. On a doublé en surface. C'est un peu ça. Et en termes de matériel, alors, comment ça a évolué? Ça n'a pas évolué, c'est le même. Non, aujourd'hui, le matériel qui a fait que, c'est plus le froid qui a pris pour l'organisation du travail, qui a pris une place énorme dans le métier de la boulangerie, puisque on peut travailler la pâte à toute heure et la cuire au moment où on en a besoin. Donc ça c'est la fermentation, le froid, le grand froid, la surgélation, tout ça a explosé d'une façon conséquente depuis 30 ans, au détriment du four qui a réduit. Hein. Avant, on avait un très gros four. Aujourd'hui,
on s'équipe pour produire à l'heure. On ne s'équipe pas pour faire toute une production en 5 ou 6 heures. Et on fait de la cuisson à la demande. À la demande du client. Ça a été le critère des dernières années. C'est un peu ça. La diversification de la production, avant c'était simple, il y avait des baguettes moulées, pas moulées. Aujourd'hui, il y a tout un tas de pains différents. Alors ça, c'est la meunerie qui nous a amené ça, qui a été la réponse un petit peu de la meunerie à l'attaque de la grande distribution dans les années 80 avec la quantité de pain et le prix pas cher. C'est les meuniers qui nous ont amené la farine de tradition, le bio et toutes ces cultures qui aujourd'hui, bon, sont partout, mais ont développé une quantité de produits et de choix qui font qualitativement le pain à monter en gamme, ça c'est évident. Avant, on se nourrissait avec du pain. Aujourd'hui, on déguste du pain. C'est un peu la vraie version. Aujourd'hui, vous choisissez tous un boulanger de quartier qui fait le meilleur pain, ou vous les connaissez aux alentours, et quand vous avez envie de bon pain pour une réception ou pour quelque chose, vous allez plutôt chez un tel que chez l'autre. C'est comme ça que se passe le marché, c'est comme ça qu'est le marché aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un nouvel acteur qui fait des produits nouveaux, il est au-devant du marché. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un boulanger qui réussit et un boulanger qui peine? Alors, qu'est-ce que c'est un boulanger qui réussit? Qu'est-ce que c'est un boulanger qui peine? Alors, il y a le boulanger qui produit du pain à l'ancienne et qui est un peu vieux jeu. C'est des gens qui sont dans l'âge et qui sortent du marché. Et puis les jeunes qui arrivent, qui prennent la même boutique que l'ancien, qui pètent tout et qui font tout moderne, ou tout, je dirais, comme le client le souhaite, c'est-à-dire avec des saveurs, des qualités, etc., et de la fraîcheur. Et là, tout marche dans ce sens-là. Il faut s'adapter à ce style de vie. On peut s'adapter aux nouveaux modes de conso, et puis il y a le look aussi. Il faut s'adapter à la conso, mais quelque chose qu'on oublie dans la conso, c'est les tranches horaires. Un client, quand on dit on a 500 ou 600 clients dans la journée, un client peut venir 4 fois dans la journée. Au petit déjeuner, au déjeuner du midi, à la baguette pour manger le soir, voire au goûter pour les enfants à 4 heures. Et ça, si le gars il remplit ses tranches horaires et qu'il a un positionnement marché qui est très intéressant, il fait un chiffre extraordinaire. Il y a encore des nouveaux marchés à conquérir. On parlait des nouveaux modes de consommation, je ne sais pas moi, le petit déjeuner, le repas du soir. Je pense qu'ils sont tous, aujourd'hui, et tous les marchés sont recensés, sont suivis et fonctionnent. Maintenant, il y a plus ou moins, suivant comment ils sont équipés les clients, qui répondent plus ou moins à ces marchés, quoi, c'est tout. Et on parlait de taille tout à l'heure, plus on est grand, plus on a de facilité à répondre à toutes les demandes du marché, c'est tout. Aujourd'hui, le rôle de Romat, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un rôle de conseil? Qu'est-ce qu'il y a dans Romat surtout? Ce sont 31 ou 32 concessionnaires actifs qui, chacun sur leur région, font le même métier. Ils recensent leurs clients, ils recensent leurs besoins. Ils sont à l'origine des gens qui faisaient du SAV et de l'installation de matériel, qui aujourd'hui sont bien en amont sur le marché, font du conseil, voire de la création directe, c'est-à-dire prendre des emplacements et les monter entièrement, font de la boutique, font des travaux. Globalement, ils cernent un budget et ils savent répondre aux demandes des clients et à leurs besoins surtout, pour faire tout ça, et ça sur toute la France. C'est ça, c'est la culture d'un pur revendeur qui a, je sais pas, moi quand je suis arrivé dans le marché en 84, c'était tous des serreurs de boulons et des mécanos. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont aussi bien un savoir en commerce qu'en marketing, qu'en publicité, qu'en plein de choses, plein de domaines, et ils ont intégré tous ces paramètres dans leur entreprise, avec des fois des bureaux d'études. C'est quoi les prochaines étapes pour Euromat? C'est plus d'avoir un bureau d'études qui pense tous les aspects du marché de la boulangerie, de la conception à la réalisation, en passant par des études financières et des montages financiers pour leurs clients, pour faire l'intégration totale de la boulangerie. Une autre manière de poser la question, qu'est-ce que c'est l'avenir de la boulangerie aujourd'hui?
Ben, si on la regarde après le confinement, elle a l'air d'être solide, puisque c'est un des métiers qui a le mieux traversé le confinement. On est un peu étonné par rapport à ça, mais c'est la réalité. Malgré qu'ils aient été touchés sur la restauration, par exemple, puisque la restauration, avec le travail à la maison, ça a pris un petit peu aussi. Mais c'est un métier qui a bien résisté à ce genre de choses. Puis c'est culturellement chez nous, on ne l'a pas dans d'autres métiers, mais quand vous allez dans un restaurant chinois, vous n'avez pas de pain. Alors même les restaurants chinois aujourd'hui mettent du pain. C'est culturellement chez nous, c'est ancré dans nos mœurs. C'est ancré dans nos mœurs. Et on a des pains qui se mangent avec tous les types de produits. Donc je pense que c'est un très bel avenir qu'on a. Peut-être moins en pâtisserie, mais je ne suis pas encore sûr, parce que c'est les goûts qui changent, c'est tout. C'est tout. Le boulanger, aujourd'hui, c'est aussi parfois un entrepreneur avec plusieurs sites. Alors, quel impact ça a eu? Comment il s'organise? Alors, ceux qui s'organisent vers ce multi-boutique, évidemment, sont des entrepreneurs, exactement, qui mettent des unités et des moyens de production qui sont autres que ce qu'utilisent l'artisan. Les mécaniques sont à peu près les mêmes, mais à des tailles différentes. Ils utilisent quand même beaucoup de surgélation, évidemment, pour arriver à ça, mais c'est la même chose quand même en artisanat. On fait quand même des phases de surgélation pour arriver à des produits frais en fin de semaine. On est vers ça, et c'est quand même une tendance qui se confirme lourdement. Ceux qui réussissent et qui le font, c'est une tendance. C'est une tendance. Il y a plus de 10 boutiques, c'est une grosse tendance. Plus de 10 boutiques? Ouais. Ils y vont. Ils y vont. Entre 2, 3 boutiques et 10 boutiques, on commence à en avoir un certain nombre d'entreprises. Donc fatalement, ces gens-là, ils n'ont pas la même approche du métier. Ils ont une approche plus entrepreneuriale qu'artisanale. Ah, pas du tout. Ils sont très artisans. Très respectueux de la recette de base et du produit de base. Non, non, très respectueux. Ils n'achètent pas des machineries à faire des quantités. Ils ne s'appellent pas Monsieur Pasquier, Monsieur Machin. Non, non, un croissant ressemble à un croissant. C'est fabuleux. Alors là, c'est que de la manœuvre, parce que tu peux mécaniser ce genre de produit. C'est pas tous les produits qui sont comme ça, mais ça, tu peux le faire facilement. Non, je crois que on va avoir dans le futur, je dirais, si on a 30 000 boulangers encore aujourd'hui, on en aura bien une dizaine de mille qui auront plusieurs boutiques. Les machines à vendre du pain, c'est une tendance qui se confirme ou pas? Ben, il y a un besoin en province, hein, dans les zones reculées. On a pensé que ça pouvait remplir certaines zones urbaines où il n'y avait pas forcément ce qu'il fallait. Et non, c'est vraiment resté un produit très, très provincial. Et très, très province reculée. Hein. Et la tendance lourde, c'est du pain froid. C'est pas du pain pré-cuit comme on a vu dans certaines machines qui ne supportent pas l'investissement. Dans les nouveaux marchés qui ne sont pas forcément à maturité, il y a le chocolat. C'est un vrai vecteur de développement, ça? J'appellerais pas ça des nouveaux marchés, moi. J'appellerais des marchés qui se développent parce qu'il y a une forte marge, on est d'accord. Et il y a des pâtissiers qui ont le temps dans leur entreprise d'avoir cette partie-là, parce qu'elle vient en complémentarité de périodes où du chocolat et à Pâques, les fêtes, etc. Et c'est vrai qu'on peut c'est toujours des produits où on peut travailler en marge d'une pâtisserie ou dans des horaires qui permettent de faire que du chocolat. Donc il y a l'utilisation de l'outil ou de la surface pour faire. Et c'est une tendance lourde aussi. Et ça, c'est les vrais artisans aussi qui font ça. Justement, est-ce que le matériel dans ce domaine a joué un rôle en rendant plus accessible la production du chocolat? Oui, mais c'est le marché qui entraîne ça. Là, c'est un peu différent. C'est pas la source de proposition. C'est la demande de l'artisan qui a voulu que. Puis on a été à l'écoute. On a regardé certains fabricants, on les a rapprochés du marché, puis ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Il y a une américanisation de la société. Est-ce que la boulangerie va résister, va garder son identité, ou est-ce qu'on va voir débarquer en masse des produits comme les donuts? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on regarde le burger, on l'a bien francisé quand même. Hein.
il est quand même, je pense qu'il est arrivé américain, mais il a bien été francisé quand même. Et je sais pas en quantité si on a pris des parts de marché importantes au marché industriel, mais le burger s'est développé aussi, comme le sandwich d'ailleurs, il s'est développé à une quantité, mais ça venait se glisser dans l'offre du marché des sandwichs, hein, puisque c'était du sandwich chaud. On est venu un petit peu au sandwich chaud par ce côté-là, par l'italien avec toute la panoplie de produits pareils. Bon, je pense pas que les donuts, ils s'en fait, hein, on les fabrique en France. Hein. Oui, mais ça les artisans, vous ne le voyez pas chez tous, parce que tout le monde n'en fait pas. Mais je dirais bien 1 sur 10 en fait. Donc c'est des produits quand même qu'on voit dans le marché. Pour moi, ce ne serait pas étonnant de voir ces produits-là se développer, mais ils se développent gentiment, hein, ils sont existants. Je ne pense pas qu'on en consomme autant qu'on en consommera aux États-Unis. Le vert, le rose, le bleu, c'est pas forcément la couleur des Français. Et pourtant, le cupcake a fait une entrée, le cheesecake aussi, les brownies. Attends, on en a. Alors, il n'est pas mis en avant comme un. Je pense que l'effet de masse des États-Unis, c'est de voir des boutiques qui font que du cheesecake. Chez nous, tu as quelques industriels qui font du cheesecake et qui revendent à des distributeurs qui le mettent dans leur boutique. C'est la grande différence par rapport aux États-Unis. Le magasin à thème, chez nous, ça commence ? Commence, ça balbutie. Ben, c'est assez typique de certains quartiers qui sont à base de touristes. Là, on les retrouve tous, là. Les franchises, c'est l'avenir, ça va se développer ? On peut le penser parce qu'on voit une certaine forme de boulangerie de chaîne qu'on parlait tout à l'heure, de voir des enseignes nationales. Donc elles ne sont pas toutes, certaines sont dirigées toutes par le groupe, et d'autres sont sous forme de franchise d'investisseurs qui prennent l'enseigne, etc. Donc on peut penser que oui, ça peut prendre sa place. Je suis pas sûr qu'ils rentrent dans le marché comme on considère le marché de l'artisanat, parce que ils ont que des zones en périphérie, des zones industrielles ou des zones commerciales où ils sont à ce niveau-là. Donc on n'a pas le centre-ville pour les porter. On voit aussi arriver dans la boulangerie des gens qui ont entre 45 et 50 ans, qui sont en reconversion. Est-ce qu'ils réussissent bien, ces gens-là ? Alors, c'est pas une chose qui existe depuis hier, parce que si on prend les débuts de la reconversion en France, l'enseigne Banette que vous connaissez, j'appellerai pas la chaîne parce que c'est une enseigne, a été une école où on faisait de la reconversion et qu'on installait des boulangeries. Et on a des très très belles réussites sur ce côté-là. Des gens qui sont assez passionnés, qui ont été cadres moyens, qui ont eu un licenciement avec une somme d'argent et qui ont su investir dans ces métiers-là. On voit des très très belles réussites. Ouais. Oui, il y en a eu très très belles réussites. Et il y en a encore. Ils ont une approche différente. Oui, ils sont plus, ils ont beaucoup plus de retrait sur le marché. Ils regardent le marché d'une façon différente d'un artisan qui a la tête un peu dans le guidon. Ils ont une sensibilité marketing comme la mise en valeur des produits. La mise en avant, oui, et puis le regard sur le marché, l'écoute des clients. L'artisan, des fois, c'est un peu son petit défaut d'être omnibulé par ce qu'il fait et de pas écouter, pas prêter attention aux remarques des clients. C'est un peu ça. La médiatisation de la profession à travers les émissions de télé, ça a participé du fait qu'il y a eu un engouement pour le pain et pour la boulangerie ? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que tous les leaders d'opinion qu'on a dans nos métiers, même à partir des cuisiniers, puisque c'est devenu de la cuisine, où on a parlé, on a mis en avant le pain, et ça a été jusqu'à la déclinaison pain, pâtisserie, etc., avec tous les leaders d'opinion qui existent en France. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ce sont des images qui portent le métier. Et à l'inverse, les nouveaux modes de consommation comme le sans gluten, l'importance de la santé et de l'alimentation, ça va impacter la manière de faire du pain et de la boulangerie demain ? Il y a une place pour ces gens-là, hein, c'est clair. Alors le bio, oui, une très grande place, je pense. Mais ça, c'est dans tous les compartiments de l'alimentation, hein, que ce soit en épicerie ou en boucherie, etc. Même le vin, hein, aujourd'hui. Donc ça, c'est incontournable qu'il y aura une plus grande présence, malgré le coût du prix, c'est tout.
Mais ça, c'est sûr. C'est sûr que le bio est en train de prendre sa place gentiment et s'incruster dans le marché. Les meuniers, quelle est leur position? Ils sont leaders, ils sont plutôt suiveurs? Ils ne sont pas suiveurs, c'est eux qui sont leaders d'opinion. Parce que souvent, c'est à base des produits qu'ils fabriquent qu'on a l'excellence des farines qui nous permettent de voir le pain s'améliorer, hein, ça c'est clair. On l'a connu avec la Banette, on l'a connu avec d'autres marques, etc. Sont eux qui tirent le marché. Hein. Dans les modes de consommation, je pense notamment au snacking et au coup de bourre du midi, il faut faire face à des pics. Quel impact ça a eu sur le matériel? Dans le froid, stockage pour préparer d'avance les produits, il n'y a pas d'autre chose. Les mains et les bras, tu les multiplies pas, vu les surfaces. La réchauffe rapide, par exemple? Ah ça oui, des produits comme ça, oui. Mais ça, c'est dans un espace de temps, faire du chaud et du froid, parce qu'on est parti du sandwich froid, et aujourd'hui, on est arrivé au sandwich chaud, c'est le plat chaud. Donc c'est sûr que ces produits ont impacté le marché, ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Les cafés, les brasseries, elles ont perdu le marché du midi, le fameux jambon beurre, ça a été capté par les boulangers? Ça a commencé par la cigarette. De plus en plus de gens rentraient dans des endroits où on ne fumait pas pour manger. Et ça n'a pas été le truc des cafetiers et des restaurateurs, ils sont restés impactés sur ça pendant des années, et c'est le boulanger qui a pris cette place avec son petit coin resto ou son petit coin snacking. Et puis après, l'autre mode qui a accéléré ça, c'est le temps réduit du repas du midi. Donc, ce qui fait que en 1 heure, le gars il sortait, il mangeait, il remontait à son bureau en mangeant ce qu'il avait acheté. Donc, c'est ça qui a impacté, qui a touché la restauration. Le boulanger, il a su capter le marché de la restauration du midi. Qui va être le prédateur du boulanger aujourd'hui? Ah, t'en as plein. Enfin, c'est pas des prédateurs, c'est des gens qui font la même chose. T'as les chaînes de sandwicherie, qu'elles soient Classcroute ou d'autres, qui prennent leur place. Hein. Et après, c'est une question de proximité, de zone de bureau, et une offre qui fait qu'on ne mange pas tous les jours la même chose au même endroit. Mais ils sont tous dans le même périmètre qui est de dire on mange frais, on mange rapidement, et on ne s'éloigne pas de sa zone. C'est un peu ça. Le digital a complètement bouleversé l'approche du marché. Comment ils vivent ça, les boulangers, aujourd'hui? Alors, on ne s'engouffre pas parce qu'on le regarde, hein, on attend, on subit de temps en temps. Mais c'est pas l'univers de la boulangerie qui a le plus été impacté par ça. Là, c'est plus les chaînes de sandwich qui sont vraiment là-dedans. Le boulanger, il vient tout doucement, etc., en développement sur ce sujet. Parce que la livraison ou le Click and Collect pendant la pandémie a mis en place un petit peu cette chose, mais c'est pas là où ils sont les plus... Ils sont lents à cette mise en place. Donc ils sont nettement moins rapides que les chaînes, comme les abonnements dans les chaînes de sandwicherie. Voilà. Euromat, ce n'est pas le seul groupement. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que Euromat est devenu le groupement leader? Alors c'est pas le seul groupement, mais je dirais que c'est le seul qui avait vraiment une raison d'exister et qui ne pouvait pas être changé. C'est-à-dire qu'il fallait, pour être Euromat, il fallait être Bongar. Bongar était quand même déjà un leader sur son marché, et on ne pouvait penser qu'à partir du moment où Euromat ne se trompait pas sur le marché, il ne se trompait pas sur ses objectifs, il serait aussi leader. Les autres ont fait, à travers des groupements, on a eu le C9, ils ont démarré, mais ils venaient d'horizons tous très disparates, donc ils n'avaient pas d'âme ensemble, ils n'avaient pas de colonne vertébrale, donc ils n'ont pas su retenir leurs adhérents, ils tournaient leurs adhérents, et ils n'ont pas fidélisé leurs fournisseurs. Donc en fait, l'âme, l'identité d'Euromat, c'est Bongar. En quelque sorte, oui. Ça a été, Euromat n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Bongar, ça c'est clair. C'est clair. Et Euromat peut exister sans Bongar? Ça, je le vois pas parce qu'on le vit au quotidien. Moi, je dis que les deux vont ensemble. Il n'y a pas de challenge entre les deux. Même si certains, de l'intérieur de chez Bongar ou de l'intérieur de chez nous, le voudraient,
il n'y a pas de challenge là-dessus. Il peut y avoir des zones de frottement, parce que des produits similaires ou des produits qui se voudraient assez proches, mais c'est tout, c'est pas autre chose. Quel message on adresse aux adhérents d'Euromat et quel message on adresse aux boulangers? Aux boulangers, alors je commencerai par les boulangers, c'est des clairvoyants sur la vision de leur marché et de savoir investir dans des périodes où c'est des fois difficile, mais c'est d'être en avance sur le marché et de le faire sciemment. Il y a des clients qui n'ont pas fait les investissements en 20 ans et on s'aperçoit que leur échoppe a quand même pris un petit coup dans les yeux en termes de valeur et en termes de rentabilité surtout, puisque ça se jauge comme ça une boulangerie. C'est pareil pour les distributeurs qui fassent confiance à Euromat pour référencer les produits, pour acheter les produits référencés. Et on a toujours été d'avant-garde. Euromat, tous ceux qui ont été à la tête d'Euromat ont toujours regardé plus loin que le devant du marché. On a toujours été regardé à 5-6 ans qu'est-ce qui allait se passer sur ces marchés. La recherche-développement, c'est une des clés de la réussite d'Euromat. Absolument. Les gens qui étaient à la tête étaient aussi sur le terrain. Donc ils se rendent très bien compte du besoin de leurs clients et des attentes des clients. Des fois, un produit moins cher n'est pas forcément la solution, mais des fois, le produit moins cher est la solution immédiate pour avoir une rentabilité. C'est des choix professionnels qui sont à la base même des marchés. Euromat, alors aujourd'hui, si c'était à refaire, comment on le referait? De la même façon, je crois qu'on n'a pas... La recette était bonne et on a appliqué quelque chose de simple à des gens qui étaient dans le même univers et dans la même périmétrie. Et s'ils ont adhéré, c'est parce que le sujet était sain. Et Euromat, qui est une centrale, vit à moindre frais, n'essaye pas de gagner de l'argent sur ses adhérents, vit à moindre frais de distribution. Et on a supprimé pour certains produits 1 ou 2 intermédiaires à chaque fois. Donc vous voyez la chaîne de marge qu'on a récupérée au profit du boulanger, au profit de l'installateur et au profit du boulanger qui achetait moins cher ou qui achetait dans les prix de marché qui étaient souhaités.